Bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire Data Grand Est des jeudis Adonnez-vous à la donnée. Donc, je suis Guillaume Riclin, chef de projet données à la région Grand Est, en charge de la coordination du partenariat Data Grand Est. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un nouveau dispositif mis en place dans le cadre de Data Grand Est qui vise à faciliter la mobilisation de fonds FEDER pour financer des projets d'acquisition et de production de données ouvertes. Pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, c'est un événement, voilà, ces webinaires, on les organise tous les mois, tous les premiers jeudis du mois, de 11h à midi, sur des sujets de la data, géographique, non géographique, technique, sur différents sujets, qui peuvent être aussi juridiques ou aujourd'hui sur des aspects un peu plus financiers et montage de projet. Le prochain rendez-vous, je le dis tout de suite, comme ça m'évitera de l'oublier, ça sera le 5 mai. On parlera ce jour-là d'un sujet qu'on n'a pas trop abordé jusqu'à présent, mais qui est central et très important, celui de la data visualisation. Et si vous avez déjà des questions, si vous avez des idées, si vous avez des cas d'usage à partager sur les thèmes qu'on vous propose, n'hésitez pas aussi à nous contacter et à être force de proposition. Pour les personnes qui nous rejoignent également, sachez que pour rester informés, vous pouvez soit nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, et également vous abonner à l'infolettre Data Grand Est. Donc, ce matin, le programme va s'organiser autour de 2 points. Tout d'abord, une présentation du dispositif lui-même et ensuite des retours d'expérience avec 2 intervenants. Un intervenant de la Fédération départementale Énergie des Ardennes et une intervention également du syndicat intercommunal d'énergie de la Marne. Donc, comme vous le voyez en bas de l'écran, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par les différentes personnes. Je vais vous laisser vous présenter. Donc, Antoine, peut-être en premier. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ça va, oui. Ok. Eh ben, merci à tous d'être présents dans ce 4e webinaire Data Grand Est. Je suis Antoine Richard, chef de projet Data Grand Est. Donc, Marie. Bonjour à tous, Marie Chanal, je suis chef de pôle FEDER. Donc le FEDER, le Fonds européen de développement régional localisé à Metz, et en charge avec mon équipe de différents dispositifs du programme opérationnel FEDER et notamment du dispositif qui concerne les sujets du numérique. Très bien. Thomas. Bonjour, Thomas Carbon, donc responsable du service électrification et système d'information géographique pour la Fédération d'énergie des Ardennes. Et je suis accompagné de Marc Schneider, qui est le chef de projet sur notre projet de géoréférencement des réseaux. Très bien. Sujet qui sera abordé par la suite dans le courant de la matinée. Et pour terminer ce tour de table, Jean-Yves. Oui, Jean-Yves Lacogiro, directeur du CIEM, syndicat intercommunal d'énergie de la Marne. Voilà. Très bien. Merci à tous en tout cas de votre présence. Donc, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, quelques rappels habituels. Pour les personnes qui ont des problèmes de connexion, essayez de privilégier Chrome pour vous connecter. Voilà, donc certaines présentations sont préenregistrées. Également, je me permets d'insister sur le fait d'utiliser l'onglet questions quand vous voulez poser des questions au cours des présentations. Donc, l'onglet est en bas à droite de votre écran, et d'utiliser l'onglet chat plutôt pour les discussions. Et ne l'utilisez pas pour poser des questions, parce que sinon, après, pour nous, c'est un peu plus difficile d'interagir avec vous. Voilà. Et pour terminer, sachez que ce webinaire et l'ensemble des éléments seront diffusés par notre collègue Marie Ségolène sur notre chaîne YouTube Data Grand Est dans la journée ou demain ou plus tard. Voilà, donc je vous propose de passer directement à la première présentation. Puisque nous allons vous faire découvrir un dispositif d'aide financière qui vous permet, à vous, producteurs de données dans le Grand Est, de bénéficier d'une subvention européenne pour vos projets d'acquisition, de production et de partage de données. Au niveau du sommaire de ce webinaire, donc tout d'abord, je vais présenter ce dispositif et puis la procédure
pour bénéficier de cette aide. Ensuite, dans un troisième temps, je parlerai des différentes lettres d'intention que nous avons déjà reçues. Et puis, à la fin de cette vidéo, il y aura une phase de questions-réponses avec vous. Tout d'abord, je vais vous parler du contexte dans lequel nous avons mis en place ce dispositif d'aide financière. Alors, nous avons fait un constat, c'est que dans le Grand Est, les données de référence sont parfois incomplètes. Alors, je vais donner 3 exemples et je cible personne. Je vous prie de ne pas vous sentir spécialement visé. Tout d'abord, au niveau de la vectorisation du cadastre, vous voyez ici une capture d'écran de Twitter qui nous montre en rouge les communes où le cadastre n'est pas encore vectorisé. Et donc, ça concerne particulièrement des secteurs dans les départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne et de la Meuse. Deuxième exemple, au niveau de la programmation de l'acquisition des données du LIDAR HD par l'IGN. Vous voyez ici une carte de la région avec en vert les endroits où la donnée est en cours de validation et en jaune la donnée est en cours de production. Mais on constate bien qu'il y a beaucoup de carrés transparents où en fait la programmation pour le Grand Est n'est pas encore faite et donc les données seront produites d'ici 5 ans. Troisième exemple, pour ce qui concerne la production des PCRS, vous voyez ici sur cette troisième carte à droite, donc en vert là où le PCRS existe, en orange là où il est en cours de production et en jaune là où il est en cours de réflexion. On constate aussi sur cette troisième carte qu'il y a beaucoup d'endroits transparents sur la majorité du territoire régional, c'est-à-dire que sur ces endroits-là, il n'y a pas de projet PCRS en réflexion ou en activité. Voilà, ce qu'on pouvait dire aussi au niveau du contexte, au niveau du FEDER, c'est que les régions françaises sont autorités de gestion des fonds FEDER, qu'il y a un programme 2014-2020 qui vient de se terminer, et donc il y a une opportunité avec la création du nouveau programme FEDER 2021-2027 d'insérer des appels à projets qui concernent la data dans l'axe développement technologique et innovation. Il y a aussi un contexte au niveau de Data Grand Est, puisqu'il y a eu plusieurs réflexions antérieures avec nos adhérents qui ont eu lieu dans différents groupes de travail et dans différents ateliers. Et puis, il y a la mise en place de Data Grand Est le 16 novembre 2021 avec une toute nouvelle stratégie de production des données. Le résultat de tout ça, c'est un dispositif financier en accord avec les principes du FEDER et de Data Grand Est pour soutenir financièrement l'acquisition, la production et le partage de données en open data. Voilà, ce dispositif, il permet aux porteurs de projets qui auront des projets éligibles de bénéficier jusqu'à 60% de subventions dans leur projet. Alors dans Data Grand Est, il y a 4 axes stratégiques qui sont le pilotage du partenariat, la production et le partage de données et aussi la valorisation des usages. Alors, le dispositif financier que nous vous proposons aujourd'hui, en fait, il s'inscrit pleinement dans ces 4 axes, puisqu'il répond aux 4 objectifs suivants. Tout d'abord, pour l'axe pilotage, c'est une opportunité financière pour encourager et coordonner le lancement des projets. Pour l'axe produire, en fait, ce dispositif va dynamiser la production de données de référence dans le Grand Est. Pour le partage, toutes les données produites seront partagées en open data sur une plateforme de données, que ce soit celle de Data Grand Est si vous en avez besoin, ou sur la plateforme du porteur de projet si vous en disposez d'une. Et enfin, pour le 4e axe stratégique de la valorisation, en fait, la mise en open data de toutes ces données, en fait, ça permettra de s'approprier tout le potentiel de la donnée par vous, les producteurs, par les gestionnaires, par les réutilisateurs, par les citoyens, pour développer de nouveaux usages et de nouveaux services à partir de la donnée. Alors, ce dispositif financier s'adresse à certains bénéficiaires. Il s'adresse aux collectivités territoriales, aux EPCI et départements, les services, les directions de l'État et les autres organismes publics, comme par exemple les SDIS, les syndicats d'énergie et des eaux, les associations, les agences d'urbanisme, les structures porteuses de SCOT, les
PNR et les parcs nationaux, puisqu'il y en a un dans le Grand Est, et puis les concessionnaires de réseau comme Enedis au titre de leur mission de service public en partenariat avec au moins une collectivité ou un syndicat d'énergie. Ce dispositif s'adresse donc à toutes les structures publiques qui produisent ou achètent des données, et le cas des concessionnaires de réseau qui sont éligibles montre la volonté de Data Grand Est de travailler avec des acteurs privés. Au niveau de la nature des projets qui sont éligibles, tout projet d'acquisition, de production et de partage de données à dimension géographique ou statistique sur le territoire de la région Grand Est est éligible. Alors si les données existent dans des formats de données standardisés, comme par exemple sur le site schemadata.gouv ou alors sur le socle commun des données locales proposé par Open Data France, nous favoriserons bien sûr ces projets-là, puisque ça fait aussi partie de la stratégie de Data Grand Est de publier des données standardisées. Au niveau des projets avec une dimension géographique, voilà, vous avez une liste non exhaustive, comme par exemple les données d'altimétrie, d'imagerie spatiale, les photographies aériennes, les plans corps de rue simplifiés au format vectoriel ou image, les référentiels voirie, adresse, ERP, équipement, la numérisation des PLU au format CNIJ, la numérisation du cadastre au format IDGEO, etc. C'est non exhaustif. Toute cette liste de projets est éligible. Et puis, au niveau des exemples de projets à dimension statistique, si vous constituez des bases de données socio-économiques, démographiques, qui concernent l'emploi, le logement, le travail, la santé, le tourisme, les données environnementales, la qualité de l'air, la qualité de vie, etc., l'alimentation, la téléphonie, tous ces projets-là, tous ces projets de base de données sont éligibles à ce dispositif d'aide financière. Alors, pour bénéficier de cette aide financière, les projets doivent respecter certains critères d'éligibilité que je vais présenter rapidement. Tout d'abord, il faut que le porteur de projet adhère à Data Grand Est en signant la charte d'adhésion que vous retrouverez sur notre site internet. Deuxièmement, les données qui seront subventionnées devront être publiées en Open Data et devront porter la licence Etalab. Alors cette licence Etalab, elle a été créée par la mission Etalab afin d'encadrer l'ouverture des données de l'État français. Elle garantit aux réutilisateurs de pouvoir réutiliser l'information, y compris à titre commercial, sous réserve de mentionner la paternité des données. Alors, les données devront être publiées dès leur livraison. Alors, on s'entend que c'est un délai raisonnable, mais ce n'est pas 6 mois ou 1 an plus tard après leur production. Et elles devront être publiées de façon brute, c'est-à-dire sans modification de leur qualité. Les données doivent être hébergées sur Data Grand Est si vous en avez besoin ou sur votre plateforme de données si vous en disposez d'une. Et les données doivent respecter des standards et être interopérables pour éviter de produire des données qui ne seraient exploitables que par des solutions éditeurs, par exemple. Les métadonnées et la documentation associée doivent être publiées sur Data Grand Est. Ça, c'est un peu un classique de l'offre de services de Data Grand Est. Les données doivent couvrir à minima un périmètre intercommunal. Les projets doivent être réalisés sur la période 2021-2027. Donc aujourd'hui, nous sommes en 2022, mais si votre projet a commencé à partir du 1er janvier 2021, eh bien, il est éligible. Et puis, les règles de communication du FEDER et de Data Grand Est devront être respectées. Là, par exemple, il vous faudra indiquer sur les données le logo Data Grand Est et le logo FEDER, en indiquant bien que ces données ont été subventionnées par des fonds européens. Quelques points complémentaires concernant les aspects financiers. Donc tout d'abord, comme présenté en introduction, le montant de l'aide est de 60% des dépenses éligibles. Les projets éligibles doivent à minima représenter une valeur de 50 000 € hors taxe, puisque le FEDER a tendance à favoriser, disons, les gros projets. Et puis sur la période 2021-2027, chaque porteur de projet ne peut bénéficier que 2 fois de cette aide, mais cela peut évoluer. Cela dépendra de la consommation totale des fonds FEDER et puis du succès de cet appel à projet. Pour l'instant, nous avons bien la garantie que l'enveloppe globale est suffisamment large pour pouvoir financer de nombreux projets DADA dans le Grand Est. Enfin, une avance de trésorerie est possible, par exemple pour les projets pluriannuels. Au niveau des dépenses non éligibles, donc il y a 2 catégories de dépenses non éligibles. Tout d'abord, celles qui sont liées au matériel,
matériel d'acquisition ou par exemple matériel informatique. Donc tout ce qui concerne du matériel comme par exemple des avions, des voitures qui permettent d'acquérir des données, du matériel informatique, du stockage, de l'installation, du paramétrage de solutions informatiques, toutes ces dépenses-là sont non éligibles. Et puis, il y a les dépenses liées au personnel, comme par exemple la masse salariale ou des dépenses liées au recrutement. Ces dépenses-là ne sont pas éligibles dans cet appel à projet. Pour bénéficier de cette aide, donc voici la procédure que vous allez pouvoir suivre. Donc toutes les informations sont mises en ligne sur notre site internet Data Grand Est dans le menu ressources aide au financement. Vous retrouverez le lien en haut de page de cette diapositive. Dès maintenant, si vous êtes intéressé, si vous voulez soumettre un projet, vous pouvez nous demander la lettre d'intention à remplir et à compléter. Et quand nous aurons reçu cette lettre d'intention, le service FEDER de la région vous renverra un accusé de réception et de mise en attente. Peu de temps après, vous recevrez un avis favorable si votre projet est accepté ou alors une note argumentée si votre projet est refusé. Quand le programme FEDER sera opérationnel, c'est-à-dire en milieu d'année 2022, l'application e-Synergie de la région Grand Est vous sera ouverte et là, vous pourrez aller déposer votre dossier dans l'application e-Synergie avec toutes les pièces justificatives, par exemple les bons de commande, les factures pour justifier de vos dépenses. Tous ces documents-là vous seront demandés dans l'application e-Synergie de la région. Et puis, au bout du compte, la subvention vous sera versée quand tous les critères d'éligibilité seront atteints, surtout celui que les données sont bien publiées et accessibles en open data. Alors nous allons maintenant observer les lettres d'intention que nous avons déjà reçues à ce stade. Donc nous avons pour le syndicat intercommunal d'énergie de la Marne et pour la Fédération départementale d'énergie des Ardennes, nous avons reçu 2 lettres d'intention par organisme et chacune d'entre elles veut faire un PCRS départemental et un projet de géoréférencement des réseaux. Alors, je ne complète pas plus cette présentation-là puisque nous avons des invités dans ce webinaire qui détailleront leur projet. Nous avons aussi 2 métropoles, celle de Strasbourg qui nous a adressé une lettre d'intention concernant des acquisitions de photographies aériennes très haute résolution et puis la production d'un maillage 3D. Et enfin, la métropole du Grand Nancy qui nous a soumis une lettre d'intention pour la réalisation d'une orthophoto de très haute résolution et l'acquisition de données altimétriques. Voilà. Je sais qu'il y a d'autres projets qui vont bientôt nous envoyer une lettre d'intention et donc voilà, je vous invite, vous, à vous manifester dans le cadre de ce webinaire si vous avez des projets potentiellement éligibles. Alors je vous propose d'avoir aussi un œil un peu plus large et de regarder dans les autres régions françaises, puisque l'utilisation des fonds européens pour des projets data n'est pas unique dans le Grand Est. D'après nos connaissances, il y a d'autres régions, notamment en Bretagne, Hauts-de-France, Pays de la Loire et Occitanie, qui proposent des aides européennes pour des projets data, mais ces aides sont à géométrie variable selon les régions, selon les cas de figure. Et donc ce qui varie, c'est le taux d'intervention, le critère d'éligibilité, la nature des projets, la liste des bénéficiaires, etc. Il y a une réunion de coordination avec la FIGEO en avril pour présenter ces différents dispositifs d'ingénierie financière et faire le point au niveau national sur ce qu'on propose. Voilà, en guise de conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que le rôle de la région est de faciliter et de guider les porteurs de projets dans la procédure de demande de subvention. Et voilà, vous pouvez compter sur nous pour vous aider à ce niveau-là. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation sur Data Grand Est. À bientôt. Merci Antoine pour cette présentation. Donc au niveau questions, il y avait une seule question. Donc j'y ai répondu dans le chat, mais peut-être qu'on peut la relayer, disons verbalement, en direct. C'était par une question. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, vas-y. Ah oui, c'est bon. Non, je ne sais pas, j'ai un message qui me dit que mon micro est coupé, donc étrangement. Donc oui, pardon, excusez-moi, je disais qu'il y a une question donc, qui était relative aux métadonnées, de savoir si finalement, les personnes
concernés par cet appel à projet publiaient les métadonnées dans leur propre catalogue et étaient ensuite moissonnés par Data Grand Est si ça fonctionnait. Donc voilà, j'ai répondu oui. Et que le fait que les données soient aussi consultables, téléchargeables, c'était important pour nous dans une logique open data. Ok. Il y a des questions qui viennent d'arriver. Ce qu'on pouvait dire aussi, c'est que, comme vous l'avez remarqué, hein, pour l'instant, les lettres d'intention qu'on a déjà reçues concernent des projets plutôt orientés sur des données géographiques, hein. On parle de PCRS, de photos aériennes et tout ça. Mais bien sûr, si vous êtes porteur de projets avec une dimension plus statistique, et ben bien sûr, ces projets-là sont tout à fait éligibles aussi. Alors, il y a une question qui est relative au financement des projets qui ont déjà commencé. Voilà, donc après, je ne sais pas si Marie-Chana est encore avec nous, si voilà, elle peut aussi pas hésiter à intervenir pour répondre. Oui. Non, bien sûr, sur l'éligibilité des projets, hein, on a une éligibilité possible au titre du programme 2021-2027 à compter du 1er janvier 2021. Ce qui compte, c'est que votre projet ne soit pas terminé à ce stade, mais les dépenses peuvent avoir été engagées à compter de la date que je viens de mentionner. Très bien. On a aussi une question de Virginie qui pose des questions sur la qualification des arbres. Est-ce que ça serait une donnée qui serait éligible, sachant que c'est un périmètre qui couvre plusieurs communes urbaines, mais pas un EPCI complet? Je pense que là, on aurait besoin de prendre rendez-vous avec Virginie pour étudier son projet en détail. Oui, je pense que voilà. Je pense que c'est le mieux, hein, que Virginie prenne directement contact avec nous et qu'on puisse en discuter ensemble. Virginie, écrivez-nous un mail sur l'adresse contact@datagrandest.fr, expliquez-nous un petit peu votre projet et puis on vous propose une réunion en visio dans les jours qui suivent pour détailler un petit peu ce projet-là. Alors, on a aussi une question, excusez-moi, de Axel, qui dit « Ma commune à taille réduite n'est probablement pas concernée, mais d'après la diapo, j'ai l'impression que les communes ne peuvent pas déposer de demande de subvention FEDER, uniquement EPCI et département. Vous confirmez ?» Oui, alors là, je vais aussi relayer la question à Marie, hein, mais on est plutôt sur une échelle intercommunale, à minima. L'idée, c'est vraiment de favoriser les gros projets. Et si vous voulez, en fait, si par exemple l'échelle de la commune, vous avez un projet à l'échelle d'une commune, ce qu'on vous encourage à faire, c'est à vous regrouper sur plusieurs communes, voire sur une échelle intercommunale, et de faire de la production de données sur tout un ensemble pour justement atteindre le seuil des 50 000 € et atteindre le seuil intercommunal pour que votre projet rentre plus facilement dans les critères d'éligibilité. C'est bien ça, Marie? Alors oui, puis de la même manière que pour tous les critères qui sont définis dans cet appel à projet, on retrouve les critères qui sont propres au FEDER. Donc effectivement, dans le dispositif numérique, qui est beaucoup plus large hein, finalement que ce qui est présenté aujourd'hui, on a un portage à minima à l'échelon intercommunal. Mais finalement, ça rejoignait les objectifs de Data Grand Est. Hein, quand on a échangé avec les collègues, quand on a construit vraiment de manière commune cet appel à projet, de dire, bah voilà, le projet, il prend du sens s'il est porté à minima au niveau intercommunal et que les communes de l'EPCI s'allient pour avoir un projet un petit peu plus macro. Voilà, c'est vraiment l'esprit en tout cas. Très bien, merci. Et donc, on a une dernière question de Sébastien qui demande si un syndicat mixte est éligible au dispositif. Donc, je ne sais pas, Antoine ou Marie. Oui, moi, je répondrai favorablement. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est surtout des organismes publics finalement ou de missions de services publics qui sont concernés par le projet en tant que porteurs de projet.
Alors peut-être quelque chose qui n'a pas été dit qu'on peut souligner, c'est que normalement, le porteur de projet doit apporter à minima 20% du financement, mais que finalement, les fonds FEDER sont compatibles également potentiellement avec d'autres sources de financement. Je laisse Marie peut-être confirmer ce que je viens de dire. Oui, bien sûr, c'est tout à fait compatible. Donc ça, classiquement, on peut intervenir sur le financement d'un projet avec d'autres financeurs. Et par rapport aux 20% que tu mentionnais, Guillaume, on est bien sur l'autofinancement minimal des collectivités. Donc là, rien à voir avec les règles propres au fonds européen. Mais là, on est dans les règles habituelles que toutes les collectivités connaissent. Voilà. D'accord, très bien. Merci pour la précision. Donc, on a fait le tour des questions. On vous laisse encore peut-être quelques secondes si vous avez besoin d'autres éléments. Sachant que, comme le disait Antoine, voilà, on est à disposition. N'hésitez pas à nous écrire sur contact@datagrandest.fr si voilà, ultérieurement vous avez d'autres questions, besoin de précision. Vous pouvez également utiliser le formulaire en ligne sur le site internet Data Grand Est. Eh bien, ok, merci. Je propose qu'on passe à la présentation suivante. Donc, on poursuit avec… Alors, je ne sais plus quel était l'ordre. Je ne l'ai plus sous les yeux, désolé. Donc, on va commencer par la Fédération départementale d'énergie des Ardennes. C'est ça, Antoine, qui était prévu? Oui. Très bien. On va projeter votre diaporama et on va laisser la parole à Thomas et son collègue Marc. Non, loupé. Sinon, on laisse la place à Jean-Yves. Allez, donc du coup, oui, on va laisser la place à Jean-Yves alors, comme le diaporama est en ligne. Voilà, donc c'est tout, le diaporama étant là. Mais bonjour, Jean-Yves Lacogiro, je me suis présenté tout à l'heure. Donc, on a décidé de lancer le PCRS sur le département de la Marne. Je vais vous présenter en quelques slides, ça va aller relativement vite, ce qu'on est en train de mettre en place dans notre département. Donc, avant tout, le CIEM, c'est, comme je vous l'ai dit, le syndicat intercommunal d'énergie de la Marne. On est l'autorité organisatrice de la distribution de l'électricité et du gaz dans l'ensemble du département. Donc, 613 communes, 13 EPCI, dont une métropole, communauté urbaine, 2 communautés d'agglo, et puis tout le reste, ce sont des communautés de communes. Donc, les principales dates du projet 2018, nous nous sommes déclarés autorité compétente au titre du PCRS et nous avons lancé la recherche de partenaires. Alors, nous ne nous sommes pas déclarés autorité compétente de fait, puisqu'on nous a déclaré autorité compétente, puisque personne ne voulait le faire. Tout le monde s'est tourné vers nous pour dire vous êtes la seule structure départementale, ce serait bien que vous, à part le département bien évidemment, ce serait bien que vous vous lanciez là-dedans, puisqu'on avait un gros besoin de ce type d'outils, notamment pour notre compétence éclairage public, puisqu'on groupe quasiment toutes les communes du département en éclairage, et donc un besoin de plan pour les DT, les DICT, enfin bref. On a lancé une recherche de partenaires, on en parlera sur le slide d'après. En 2019, on a mis en œuvre une convention de partenariat justement entre les EPCI, les concessionnaires et le CIEM. 2020, l'apparition du marché public, et depuis 2021, attribution du marché public, et on a lancé les premiers vols en août 2021. Ça a volé un tout petit peu en septembre 2021 également, mais les conditions d'angle solaire notamment et puis de météorologie n'étaient pas très favorables, donc on n'a pas fait beaucoup de vols sur l'année dernière. Les partenaires à l'origine. Alors, comment on a travaillé dans le département, justement, quand on nous a dit que ce serait bien qu'on se lance sur le PCRS, on a réuni les 4 grandes intercommunalités du département, Reims, Châlons, Épernay et Vitry, qui représentent à elles seules quasiment un tiers du département et plus de 80% de la population. Et puis, Enedis, GRDF, Orange, le département, etc., etc. Donc, tous les grands concessionnaires et collectivités locales du département. Au terme de plusieurs réunions de discussion autour de ce projet, seul Enedis est resté dans la boucle. GRDF nous a quittés après pas mal de palabres inutiles. Et je tiens à signaler d'ailleurs qu'Enedis est vraiment un acteur moteur de la mise en œuvre de ce projet, comme il le sera sur l'ensemble des départements.
ou l'ensemble des collectivités qui pourraient avoir ce type de projet, ils seront systématiquement cofinanceurs. Et c'est important de le rappeler, ils seront systématiquement cofinanceurs de tout PCRS, quel que soit en France, quel que soit le secteur national. Voilà. Puis bien évidemment, le signataire de la convention de partenariat à l'origine, le CIEM, puisque nous en sommes le porteur. Les démarches en cours, nous sommes en train de regarder et d'aller voir l'ensemble des autres EPCI qui n'étaient pas autour de la table à l'origine pour leur proposer d'intégrer la convention de partenariat. On fait des avenants à chaque fois que nous avons des gens des EPCI qui souhaitent rentrer. On vient d'en démarcher 3 et qui viennent de rentrer également dans ce modèle. Et puis au niveau des partages des données, bien évidemment, la convention rend propriétaire des données les différents signataires de la convention, avec une volonté très importante de mise en œuvre de ces dernières en open data, pas seulement pour répondre aux subventions que propose la région, mais aussi pour que le travail soit mutualisé pour tout le monde, puisque voilà, on dépense de l'argent public, et donc c'est bien que tout le monde puisse en profiter. Les syndicats comme les nôtres sont des grands mutualisateurs, puisque je rappelle que les structures comme les nôtres existent pour le CIEM depuis 1948 et pour d'autres bien plus en amont encore. Le PCRS à proprement dit, voilà, on a 3 zones. La zone dont je vous parlais, les signataires à l'origine, c'est la zone qui est en rouge, donc ce qu'on appelle nous le secteur centre. On a fait 3 lots au niveau de notre marché, le secteur centre, le secteur ouest et le secteur est, avec un vol en 2021 et un rendu de données en 2022 sur le secteur centre, c'est-à-dire celui qui est en rouge, en 2022-2023 pour le secteur ouest, là où on a justement démarché 3 intercommunalités qui souhaitent rentrer dans notre PCRS, et puis le secteur est sur lequel on est en train de travailler avec 2-3 collectivités également. Donc vous l'avez compris, on a pris un petit peu de retard sur le secteur centre, un retard qu'on devrait récupérer cette année si la météo est de notre côté, avec un engagement de notre avionneur et puis de notre titulaire de marché qui nous assure qu'en 2022, encore une fois, si la météo le permet, on devrait pouvoir acquérir l'ensemble des secteurs rouges et bleus, ainsi que la production des données avant le 31 décembre 2022, ce qui ferait qu'on aura déjà quasiment les 2/3 du département à l'horizon de la fin de cette année. Voilà. Et puis ce qui nous restera une bonne année et demie pour finir le secteur Est. L'entreprise retenue, entreprise Parera, avec l'entreprise API en sous-traitance, qui est un avionneur connu et reconnu. Donc pour le moment, on n'a pas trop de soucis. On a volé sur le petit secteur qu'on a volé l'année dernière, qui est un secteur qui fait 400 km² sur une superficie de 8000 en tout à voler. On devrait avoir les premières orthos avant fin mai. Donc c'est en cours. Là, voilà. Le coût global de l'opération, 1 473 000 € hors taxes, dont en acquisition PCRS. Alors je vous ai mis les coûts pour que vous ayez à peu près les coûts qu'on a réussi, que le Code des marchés publics a sorti de son chapeau. L'acquisition PCRS pour 8200 km², on a une acquisition d'images pour 750 000 €, la fourniture de l'ortho photoplan pour 300 000 €. L'acquisition des PCRS vecteurs, on a laissé la possibilité à chacun des co-contractants à la convention de choisir, si vous voulez, un PCRS vecteur, puisqu'on fait la vectorisation du PCRS sur l'ensemble des communes de plus de 2000 habitants et des secteurs environnants des communes, en fonction des souhaits de chacun, avec affleurant ou sans affleurant. Donc, vous avez les coûts afférents pour la primo-acquisition. Les levées de terrain complémentaires, parce qu'on pense qu'on aura quand même besoin d'aller un peu sur le terrain pour compléter 48 000 €. Et puis, bien évidemment, un marché de contrôle qu'on est en train de mettre en place pour 145 000 € pour l'ensemble du PCRS. Voilà, ce qui représente donc, c'est 1 473 000 € hors taxe pour ce qui représente le projet Marnais. J'ai fini pour ce qui me concerne. Très bien, eh ben, merci beaucoup Jean-Yves pour cette présentation, je dirais synthétique, mais aussi très détaillée quand même, parce que sur ce projet-là, on voit bien un projet départemental de PCRS, ça court sur plusieurs années, hein. Ne serait-ce que le temps de se préparer à lancer le marché, ça démarre plusieurs années avant le premier bon de commande. Donc l'acquisition de données se fait aussi sur plusieurs années
quand la météo est favorable. Ouais. On voit bien aussi que le coût total du marché de 1 473 000 est énorme, et du coup, on voit sur cette diapo un peu le détail de la répartition des différents postes d'acquisition, de levée complémentaire et de contrôle. Donc là, je dirais que ces différents postes sont éligibles dans le cadre de l'appel à projet FEDER qu'on a présenté juste avant. Ça tombe bien. Donc je pense que voilà, le fait d'avoir 60% de subventions sur, sur ces différents postes-là, je pense que ça apporte vraiment quelque chose de non négligeable. Et puis Ça du coup, apporte. alors j'avais une question pour... excuse-moi, vas-y. Non, je disais que ça apportait. Alors, on l'aurait fait sans la subvention, mais je peux vous assurer que quand on peut aller chercher 60% de subventionnement sur un tel projet, ça fait sourire beaucoup les primo-signataires de la convention, d'un sourire approbateur et soulagé, on va dire. Ouais. Et du coup, j'avais une question, Jean-Yves, c'était par rapport à la participation d'Enedis et au fait que les données soient ensuite diffusées en open data, puisqu'elles bénéficient de subventions publiques. Est-ce que là, tu as dû négocier particulièrement avec eux, ou comment ça s'est Non, il n'y a passé? y a pas eu de. Enfin, il y a eu un accord tacite tout de suite. C'est-à-dire que, effectivement, la seule question qui pouvait se poser, c'était est-ce qu'on arrive, nous, à le valoriser d'une façon ou d'une autre, ou est-ce qu'on prend la subvention du FEDER pour, euh, pour soulager les finances publiques et privées, puisque Enedis est un acteur privé, il ne faut pas l'oublier. Et la question ne s'est pas posée plus de 30 secondes. Hein. Ils ne sont pas réfractaires du tout à mettre en open data les données pour lesquelles ils auront apporté un financement, parce qu'en fait, le financement sur l'ensemble du département, il est porté pour un tiers par Enedis, puisqu'on est sur chaque territoire d'un EPCI, comme on est au maximum avec un trio de partenaires. Donc, on est à 33% pour le syndicat, 33% pour Enedis et 33% pour le PCI, systématiquement. Donc, sur l'ensemble du département, ils sont quand même participants à 33% d'1,5 million. Donc, ils mettent quand même 500 000 euros dans ce projet, et en aucune façon, ils n'ont été réfractaires à la mise à la fourniture des données en open data. Ça, c'est clair. Ok, ben merci pour cette info super importante. Et du coup, est-ce que ton interlocuteur à Enedis a la même position sur toute la Champagne-Ardenne ou sur tout le Grand Est? Enfin, est-ce que tu sais Alors, sur la Champagne-Ardenne, je sais qu'ils ont à peu près la même position dans les Ardennes, puisqu'on est en train de travailler ensemble sur le PCRS. Hein, on a les acteurs communs, on travaille ensemble et on est en train de mutualiser pas mal de choses ensemble, puisqu'on travaille beaucoup avec les Ardennes, notamment sur ce sujet. Je pense que sur la plaque de Nancy, c'est-à-dire que c'est une plaque à peu près régionale et qui regroupe quasiment tout le Grand Est, sauf Strasbourg, enfin sauf l'Alsace, et puis un petit peu sur Metz, parce qu'il y a d'autres acteurs qu'Enedis dans le Grand Est. Ils auront la même politique, puisque le directeur régional est quasiment le même sur l'ensemble des départements du Grand Est. Très bien. Bah, merci pour ces infos. Je me tourne vers Guillaume. Est-ce qu'il y a des questions? Tout à fait, il y a des questions. Donc, deux questions une question notamment, je pense, qui concerne plutôt Marie, avec une question de Quentin qui demandait s'il y avait possibilité d'avoir les contacts au niveau départemental concernant les fonds FEDER ou REACT UE. Donc, je ne sais pas s'il y a des contacts départementaux ou finalement le plus simple, c'est de passer par nous et de faire le relais auprès du service. Marie? Oui, alors contacts départementaux, avec les on n'a pas de contact en tant que tel. Au niveau des départements, on a des animateurs qui sont localisés dans les maisons de région, mais ce que je préconiserais pour les projets liés et potentiellement éligibles à cet appel à projet, votre premier contact, bien sûr, c'est avec la DIMAP, avec Data Grand Est au niveau de la région, et nous ensuite, bien sûr, on travaille en lien. Hein. Je vous dis, l'idée c'est vraiment ça, cet appel à projet. On est vraiment sur cette idée de synergie, de travail entre nos deux directions. Donc voilà, le meilleur point de contact est celui que vous connaissez déjà. Voilà. Merci Marie. On a également une question sur la subvention de 60%, pour savoir si elle est fixe, ou si elle est fixe quand le projet est validé, ou si elle peut être variable à la baisse
Donc, modulable, en fait, finalement, je pense, selon le projet et selon certains critères. Alors, en fait, les 60%, il s'agit bien du taux maximum d'intervention FEDER. Taux modulable, potentiellement, si vous obtenez d'autres financements, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas avoir un projet en surfinancement, mais ça, c'est valable pour tout projet et pour tous les cofinanceurs potentiels, finalement. Après, au niveau du taux maximum, ça se sera à discuter avec la DIMAP. A priori, on interviendra à hauteur de 60% sur les différents projets éligibles. Et au niveau, vous l'avez bien vu aussi, on l'a abordé juste avant, au niveau des dépenses éligibles au projet, bien évidemment. D'accord. Et je me permets juste de compléter, parce que je ne sais pas si cette question-là, du coup, ça pourrait en raccrocher une autre, de se dire, ah oui, mais mince, peut-être qu'à un moment donné, il n'y aura plus de fonds disponibles, du coup, les taux seront revus à la baisse. Vraiment, si je peux porter aujourd'hui un message rassurant à ce sujet, on a vraiment une belle enveloppe FEDER pour la prochaine période de programmation. Donc vraiment, soyez assurés qu'il n'y a pas d'urgence, déjà, à déposer des lettres d'intention. Je veux dire, il n'y a pas de course à avoir, en tout cas entre les différents porteurs. Que vous déposiez une lettre d'intention aujourd'hui ou que vous la déposiez dans 3 mois, 6 mois, 1 an, lorsque votre projet sera parfaitement mûr pour être déposé avec des éléments financiers stables, etc. Voilà, vous ne prenez pas de risque, en tout cas, à déposer votre lettre dans quelques mois, voire dans 1 an ou un tout petit peu plus. Voilà. Oui, en tout cas, tout ça pour souligner aussi l'importance pour les porteurs de projets de prendre le temps de réunir le maximum de partenaires et d'avoir des projets d'ampleur plutôt que voilà, des micro-projets étalés sur le territoire. En fait, il y a une volonté, et Antoine l'a bien dit tout à l'heure, d'éviter le saupoudrage, entre guillemets, voilà, au niveau FEDER, donc d'avoir quand même des projets d'ampleur. Donc, prenez le temps, je pense, de construire des projets qui en valent la peine, si j'ose dire, bien que tout projet vaut le coup d'être mené. Pour revenir sur la question, peut-être aussi ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de notion de variabilité par rapport à des critères, à savoir, voilà, finalement, les critères tels que Antoine les a présentés, si vous remplissez tous les critères, c'est 60%. Mais par contre, si vous nous dites, ah oui, mais je ne fais pas de l'open data, je fais une autre licence, on ne dira pas, c'est plus que 20% ou plus que 30%. Voilà, les critères qui ont été exposés sont quand même des critères non négociables. Sur la somme minimale du projet de 50 000 euros, c'est pareil. Si vous arrivez avec un projet de 30 000 euros, 35 000 euros, on ne pourra pas nuancer la participation FEDER. Là, par contre, de côté, je pense qu'il faut le souligner, puisque c'est quand même un point important. Il y avait une dernière question de Laurence par rapport au subventionnement FEDER de projets concernant la mise à jour de données et pas uniquement l'acquisition. Donc, je ne sais pas si on a des éléments de réponse par rapport à ça, Antoine. Oui, alors les mises à jour sont des projets éligibles. Par contre, on vous encourage à faire, on va dire, un marché pluriannuel pour nous solliciter une fois finalement, ou le moins de fois possible, et puis plutôt que de nous solliciter une fois tous les ans, quoi. Voilà. C'est clair, je me permets de compléter. On va privilégier vraiment des projets plus globaux qui comprennent potentiellement de l'acquisition et de la mise à jour, mais après, il faut financer ponctuellement de la mise à jour. Là, ça deviendrait sans doute plus complexe, clairement. Très bien. Donc là, on avait le transport des grésillements. Je ne sais pas d'où ils viennent. Donc là, c'était encore des questions relativement globales. Il n'y a pas de questions a priori spécifiques sur la présentation du projet de la Marne et quelque part ce cas d'usage pour l'acquisition du PCRS. Je propose peut-être de passer à l'exemple suivant d'acquisition pour montrer un peu voilà, aussi la dimension des projets, les dynamiques qui sont mises en place, les démarches qui sont mises en place aujourd'hui. Et puis, peut-être revenir sur les questions, si jamais, voilà, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser, que ce soit des questions pour Jean-Yves ou des questions pour Thomas et Marc pour leur présentation. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas me tromper et de publier la bonne présentation.
Voilà, je laisse la parole donc à Marc et à Thomas. Oui, donc bonjour à tous, Thomas Carbon, donc responsable du service électrification et donc système d'information géographique au syndicat d'électrification de l'énergie des Ardennes. Donc on est sur le même schéma que la Marne, hein, c'est-à-dire qu'on a un syndicat, une autorité organisatrice de distribution d'électricité sur le département des Ardennes, donc environ 460 communes. Et parmi ces 460 communes, nous avons des adhérents qui nous ont transféré leurs compétences éclairage public. Voilà. Donc à ce titre, on a besoin aujourd'hui de connaître le patrimoine d'éclairage public sur ces communes. Donc l'origine en fait de notre projet de géoréférencement du réseau d'éclairage public, c'est la réforme anti-endommagement des réseaux de 2012 qui impose aux réseaux sensibles d'être géoréférencés en classe A, donc pour les communes urbaines avant le 1er janvier 2020 et pour les communes dites rurales avant le 1er janvier 2026. Donc l'éclairage public est un réseau sensible, donc du coup on doit répondre à ces obligations. Donc, la fédération est compétente et exploite le réseau d'éclairage public sur 397 communes du département, ce qui représente 2000 armoires de commandes, 40 000 points lumineux et 2500 km de réseau, aérien et souterrain confondus. Donc, aujourd'hui, nous en sommes au lancement du marché qui sera publié et accessible à partir de l'année prochaine sur une plateforme. Donc, nous sommes partis sur un minimum de 1400 armoires, 34 000 points lumineux, 1250 km de réseau aérien géoréférencé et 800 km de réseau souterrain à géoréférencer également. Le coût estimé aujourd'hui, c'est 1 100 000 €. Donc, c'est les bases de notre marché, mais cette base est potentiellement peut évoluer dans la mesure où des communes peuvent nous rejoindre et peuvent nous transmettre leurs compétences au fur et à mesure que le marché sera exécuté. Donc, en fait, le marché s'exécutera sur une période de 4 années. Donc, pour obtenir ou pour demander l'aide du FEDER, donc en fait, il y a eu une demande auprès de Data Grand Est, donc une demande via la boîte contact, et en retour, nous recevons donc le modèle de lettre d'intention. On retourne cette lettre d'intention complétée et nous recevons un accusé réception de Data Grand Est. Bon, aujourd'hui, on attend que la plateforme e-Synergie soit accessible pour pouvoir déposer les pièces constitutives de notre demande. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci Thomas pour cette présentation. Donc là, on était un peu plus aussi sur le processus et puis les échanges qu'on peut avoir entre un porteur de projet qui nous soumet sa lettre d'intention et puis on va dire la région, Data Grand Est et les services du FEDER qui vous répondent pour vous proposer, enfin pour vous envoyer un accusé de réception et voilà, vous faire attendre jusqu'à ce que l'application e-Synergie soit ouverte. Donc voilà, le projet que vous portez, celui du géoréférencement des réseaux, c'est légèrement différent du PCRS. Ça reste de la donnée géographique. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu on va dire dans quel type de base de données vous attendez? Est-ce que ça sera plutôt du format shapefile, de la DAO, du DXF ou quoi? Est-ce que ça c'est déjà prévu de votre côté? Dans le CCTP, on ne s'est pas limité, c'est-à-dire qu'on va demander à peu près, on va demander de la DAO et
Donc, pour avoir quand même les fonds de plan, mais nous, ce qu'on va surtout utiliser, c'est du Shell. Mais c'est pas limité, c'est-à-dire qu'on a demandé les deux formats. Ok. Ok, ça marche, merci. Et du coup, est-ce que vous avez intégré des possibilités de mettre à jour ce géoréférencement dans le marché? Ou alors ça sera vu ultérieurement? L'idée aujourd'hui, c'est de géoréférencer le patrimoine dont on ne connaît pas la précision en classe A. Une fois qu'on aura notre patrimoine en classe A, la mise à jour se fera au gré des plans de recollement qu'on va recevoir des entreprises avec les travaux neufs. Donc, on n'aura pas forcément de mise à jour à faire par la suite. Il faut savoir que dans notre département, donc, la fédération les neufs pour les communes rurales. Les communes viennent forcément taper à notre porte et on a l'ensemble des projets qui pourraient avoir une incidence sur la cartographie du patrimoine opérationnel. Donc, voilà. Le problème se posera dans les communes dites urbaines. Et après, on traitera les communes urbaines on traite avec les communes urbaines qui nous ont transféré leurs compétences. Donc, on maîtrise les travaux neufs et puis les travaux neufs et puis les interventions s'il y a intervention sur le réseau. Ok, ça marche, merci. Et j'avais aussi une question par rapport au fait que le géoréférencement du réseau d'électricité, qui est un réseau sensible, ne pose pas de problème par rapport à la mise en open data. Non, ça ne nous pose pas de problème dans la mesure où Enedis publie déjà en fait son réseau de distribution publique d'électricité qui est aujourd'hui accessible. Donc on n'a pas vu de problème à faire pareil pour le nôtre pour le réseau d'éclairage des communes, dans la mesure où on est souvent on est sur une architecture qui est comparable à celle d'Enedis. À celle de la distribution publique d'électricité. Très bien. Très bien, merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Guillaume, est-ce qu'on a des questions de nos auditeurs? Non, on n'a pas de questions des participants. Donc de toute façon, je pense que voilà, c'est un dispositif qui est assez récent. Les questions elles vont arriver au fur et à mesure. C'est une découverte pour, je pense, un certain nombre de personnes. Alors il y a un grésillement qui, alors je ne sais pas s'il vient de chez toi, Antoine, ou chez. Apparemment, ça vient de chez moi. Je m'excuse. D'accord, bon. Quoique, là, ça va mieux. Oui, donc je disais, voilà, donc c'est quand même un dispositif assez récent, donc je pense que voilà, là, c'est une première présentation et je pense que les questions vont arriver progressivement. Donc, je renouvelle l'appel que j'ai fait tout à l'heure pour les personnes qui suivent le webinaire. N'hésitez pas à revenir vers nous ultérieurement si vous avez d'autres interrogations, si vous voulez savoir si votre projet est éligible pour qu'on fasse un peu une pré-analyse des projets ou autres. Les grésillements reviennent. Voilà. Du coup, Marie nous a bien souligné qu'il n'y avait pas forcément d'urgence à déposer des lettres d'intention tout de suite, mais que ça pouvait être fait d'ici 1 an ou plus quand les projets finalement apparaissent. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Voilà, jusqu'à maintenant, les 6 projets qu'on a reçus sont des projets, on va dire, géographiques, parce que nous, on travaille, avant d'être Data Grand Est, on était aussi Géo Grand Est. Donc voilà, ça fait aussi partie un petit peu de cette historique. Il y a aussi le groupe de travail PCRS qui est assez actif et qui a beaucoup apporté à cet appel à projet FEDER qui, au final, bénéficie à tous. Voilà, je voulais remercier très particulièrement nos 3 intervenants, Marie,
Thomas, Marc et puis Jean-Yves pour leur participation à ce webinaire, pour le temps qu'ils ont consacré à préparer leur présentation. Je me joins à tes remerciements, Antoine. Voilà, donc comme tu disais, hein, le PCRS, c'est vrai que c'est un peu des projets emblématiques. Il ne faut pas non plus que ça refroidisse ceux qui ont des projets plus petits. La limite est à 50 000 €, ce qui est une limite assez importante et en même temps, voilà, qu'on a essayé de trouver assez équilibré. Donc, si vous avez d'autres projets sur cadastre solaire, d'autres idées, n'hésitez pas à nous contacter. On peut peut-être laisser la parole à Thomas, Marc, Marie ou Jean-Yves s'ils ont voilà, des compléments à donner, une dernière intervention, je ne sais pas. Non, il n'y a pas grand-chose à dire à part remercier également la région et le FEDER sur l'aide qu'ils nous apportent. C'est quand même quelque chose d'assez important dans le cadre des finances publiques, surtout en ce moment. Voilà. Exactement, ouais, c'est un bon coup de pouce pour nos territoires. Très bien. Merci. On est là pour ça. Donc, il ne me reste plus qu'à peut-être conclure en remerciant une nouvelle fois tous nos intervenants, les personnes qui ont assisté à ce webinaire, à vous donner rendez-vous donc le 5 mai pour le prochain webinaire. Donc, vous recevrez une invitation début de semaine prochaine avec voilà, des détails un peu de ce dont on va parler. En tout cas, le sujet, ça sera la data visualisation, donc un sujet encore différent. Sachez, comme je l'ai dit en introduction, que les vidéos de ce webinaire et puis les autres éléments seront accessibles sur YouTube, sur la chaîne voilà, de Data Grand Est. J'en profite également pour vous indiquer qu'il y aura une prochaine journée d'animation en présentiel sur les données statistiques, notamment socio-économiques, le 9 mai à Metz. Donc voilà, si vous n'avez pas reçu l'invitation, n'hésitez pas à revenir vers nous. N'hésitez pas également à vous abonner aux réseaux sociaux Data Grand Est et à l'infolette pour rester informé. Et puis voilà, puis on vous donne rendez-vous très prochainement et on reste à votre disposition par mail ou par téléphone ou par visio pour répondre à vos questions. Juste un petit mot complémentaire. Produire des données, c'est bien, mais avant tout, il faut lancer des marchés publics. Donc, nous, on a bossé sur les marchés publics aussi bien en géoréférencement que PCRS. Donc, si des gens sont intéressés par avoir CCAP, CCTP, règlement de consultation, il ne faut pas hésiter. Bien évidemment, on est là aussi pour mutualiser sur cet aspect-là, qui est un aspect non négligeable de boulot. Et comme le boulot est fait, si certains veulent en profiter et qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour… Merci, Jean-Yves. Ouais, pour cette proposition, je pense qu'il pourrait intéresser nos auditeurs. Et puis, je pense que voilà, c'est une remarque qui est valable pour le PCRS, mais également pour d'autres marchés. Voilà, n'hésitez pas à publier, à partager votre travail. C'est toujours du temps gagné et ça permet de faire avancer tout le monde plus efficacement. Alors, le diaporama, oui, on le mettra également à disposition. Je vois la question de Sébastien. Il n'y a aucun problème. On vous souhaite une très bonne journée. On vous dit à bientôt. Et, merci à tous. Merci à tous. Merci, au revoir. Bonne journée.